Chers compatriotes, les récents événements en Guinée et aux États-Unis d'Amérique confirment aux yeux de tous ceux qui en doutaient encore les propos pleins de sagesse de Barack Obama à l'endroit des Africains. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de fortes institutions. Cette formule célèbre, il l'avait lancée dans un discours à Accra le 11 juillet 2009. Un discours prémonitoire qui aujourd'hui révèle toute son importance au vu de l'actualité en cours. Les Africains ont-ils choisi d'ignorer ces conseils? Et pourtant, Barack Obama n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Je le cite. En ce 21e siècle, des institutions capables, fiables et transparentes sont la clé du succès. Des parlements puissants et des forces de police honnêtes, des juges et des journalistes indépendants, un secteur privé et une société civile florissant, ainsi qu'une presse indépendante. Ils sont les éléments qui donnent vie à la démocratie, parce que c'est ce qui compte dans la vie quotidienne des gens. Alors, ne vous y trompez pas. L'histoire est du côté de ces courageux Africains et non dans le camp de ceux qui se servent de coups d'État ou qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. Fin de citation. C'est bien le même constat que nous avions fait du système politique guinéen il y a fort longtemps. C'est pourquoi le mouvement que nous avons créé, le mouvement pour la refondation de la République, s'est donné pour mission de contribuer au changement du système qui a sévi en Guinée pendant plus de 60 ans et qui freine les aspirations de notre peuple au progrès et à la démocratie. Un système qui prend le contre-pied des affirmations de Barack Obama, puisqu'il a été conçu pour concentrer tous les pouvoirs au sommet et renforcer en même temps le pouvoir personnel et illimité d'un seul homme, généralement chef de l'exécutif. La nouvelle constitution dont la Guinée s'est dotée le 22 mars 2020 renforce encore davantage ses pouvoirs. Ce n'est pas bon et il faut avoir le courage de le dire. Un jour, tôt ou tard, il faudra bien le changer. Mais il ne faut pas attendre le départ de l'actuel occupant de Sékou Touré pour réfléchir au nouveau système qu'il faudra mettre en place. Notre mouvement Refondation estime pour sa part que le régime hyper-présidentialiste qui nous gouverne doit céder le pas à un régime parlementaire ou semi-présidentiel. En effet, le régime présidentialiste a montré ses limites et avec toutes les dérives constatées au fil du temps, il s'est avéré être totalement inadapté à nos réalités culturelles et sociologiques et aussi bien à nos traditions. Notre grande difficulté à bâtir une nation moderne et démocratique vient du fait que nous avons calqué nos institutions sur des modèles étrangers et particulièrement celui de l'ancienne puissance colonisatrice. À partir de 1958, tout le monde a voulu imiter De Gaulle, qui revenait au pouvoir avec une nouvelle constitution, celle de la Ve République,
qui renforçait les pouvoirs du chef de l'exécutif. Mais les uns et les autres ont oublié que la France avait déjà une longue tradition parlementaire et qu'elle traversait une période difficile de son histoire. 4 ans plus tôt, il y avait eu la débâcle de Dien Bien Phu et la guerre d'Algérie avait commencé à s'intensifier et dans la plupart des colonies et territoires d'outre-mer, on assistait à des remous et à des troubles en faveur de l'autodétermination ou de l'indépendance. C'est une crise constitutionnelle sérieuse qui guettait la France et que le gouvernement de la 4e République n'était pas apte à résoudre. C'est sur ces entrefaites qu'intervint le général Charles de Gaulle qui mit en place les institutions de la 5e République. Comme on le voit, ce contexte était bien différent de celui de nos pays respectifs qui aspiraient à l'indépendance et qui, pour la plupart, ont des systèmes pluriethniques. Il est donc difficile de comprendre comment on a pu évoluer vers un régime présidentiel. Vers un régime présidentialiste, si ce n'est par pur mimétisme et que cela facilite la confiscation du pouvoir par les élites politiques. Une situation qui arrange aussi tous ces groupes d'intérêts étrangers qui lorgnent sur nos pays. Il faut donc qu'on apprenne à intégrer les valeurs africaines dans nos institutions. Nous devons alors identifier ces valeurs, en tenir compte et se projeter vers nos institutions. L'Afrique a une longue histoire et de vieilles traditions de gestion du pouvoir, de partage de responsabilités et de droits, de redistribution de la richesse, des règles bien définies sur les principes de succession, du droit d'aînesse et de solidarité. Nos sociétés ont toujours été des sociétés multiethniques qui ont trouvé les formes d'organisation et de fonctionnement permettant à toutes ces communautés distinctes d'évoluer et de vivre dans la paix et l'harmonie. Comment peut-on faire fi de toutes ces valeurs pour aller emprunter ailleurs? Et si encore on était assez perspicace pour emprunter chez les autres ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais? Ou encore, si on pouvait garder juste mesure en s'inspirant des expériences et des modèles réussis dans les pays de même taille que les nôtres ou qui présentent les mêmes données et indices de développement. Sur ce point, la République du Cap-Vert est un cas d'école. Voilà un petit pays sans ressources minières ou énergétiques, dépourvu de potentialité agricole et qui a obtenu son indépendance grâce à l'aide et à l'assistance de pays voisins comme la Guinée, des pays du bloc socialiste comme l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est et la Chine. Mais à l'indépendance, le Cap-Vert a préféré se tourner vers les pays scandinaves, comme le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, des pays qu'il avait soutenus diplomatiquement durant sa guerre de libération. Au lieu de se comparer aux grands pays comme la Russie,
la Chine, les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, le Cap-Vert s'est plutôt inspiré des pays scandinaves pour mettre en place son système politique et économique. Sans nul doute, ils ont dû emprunter à la puissance colonisatrice, le Portugal, mais en prenant juste ce qu'ils ont jugé bon et nécessaire pour leur système de gouvernance. Point étonnant que le Cap-Vert soit régulièrement cité comme l'un des pays les plus performants d'Afrique et bénéficiant d'une paix et d'une stabilité politique durable. Tout comme le Cap-Vert, la Guinée aurait dû, depuis fort longtemps, s'inspirer du modèle des pays scandinaves. On n'aurait jamais dû adopter le régime présidentialiste qui a fait tant de ravages dans notre pays. On a vu que ce type de régime n'a fait que renforcer les pouvoirs exorbitants du président de la République. Il est vrai que des patriotes avisés avaient essayé de freiner cette dérive vers le pouvoir personnel illimité, mais ils l'ont payé de leur vie. Simplement pour avoir eu le courage de porter la contradiction. Des patriotes comme Mme Lofo Kamara, Jean Faragué Tunkara, Bengali Kamara, Émile Condé, Magasuba Moriba et bien d'autres morts pour avoir eu raison très tôt. Tous ceux qui se battent aujourd'hui pour un système démocratique crédible et transparent doivent leur rendre un hommage mérité. Dans un pays multiethnique comme la Guinée, le régime parlementaire à système proportionnel est le mieux adapté pour opérationnaliser les valeurs présentes dans nos cultures et traditions. Ou à défaut, se rabattre à un régime semi-présidentiel, comme en France, qui est l'unique source de référence de plusieurs responsables et intellectuels africains. En tout état de cause, nous devons mettre en place un système qui réduise les pouvoirs exorbitants du chef de l'exécutif et qui positionne l'Assemblée nationale comme la première institution du pays. Dans une telle configuration, le Premier ministre sera issu de la formation politique qui aura remporté les élections législatives et obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement. Le Premier ministre choisit les autres membres du gouvernement et ils sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est nommé par l'Assemblée nationale et sa charge lui est confiée par le président de la République. Le président est le chef de l'État et est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À mon avis, le pouvoir du président devrait être limité à un rôle purement cérémoniel. En somme, le véritable chef de l'exécutif est le Premier ministre. Le président de la République désigne les ambassadeurs et autres représentants après nomination du Premier ministre. Il reçoit les lettres de créance des ambassadeurs et autres représentants. Il décerne les hauts grades militaires après une présentation par le Premier ministre. Il décerne les médailles et distinctions et promulgue les lois et traités internationaux
ratifiée par l'Assemblée nationale. Le président a le droit de grâce. Comme on le voit, ce type de régime garantit une interaction entre l'exécutif et le législatif et met en place des contre-pouvoirs pour empêcher l'éclosion de la dictature. Il empêchera tout individu d'accumuler tant de pouvoir pour avoir droit de vie et de mort sur les citoyens. Et aucun groupe n'aura les moyens de confisquer le pouvoir pour ses seuls intérêts sordides. Le régime parlementaire permettra la formation de coalitions gouvernementales puisqu'il sera très difficile pour n'importe quelle formation politique d'obtenir la majorité absolue au Parlement. Ainsi, l'exercice du pouvoir sera ouvert à diverses sensibilités politiques. Et l'exclusion, la discrimination et la marginalisation ne seront plus que des reliques du passé. Voilà donc, chers compatriotes, le système pour lequel nous devons nous préparer et qu'il faudra mettre en place après le passage de l'actuel régime, qui reste dans l'illusion qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Aucun changement ne sera possible en Guinée sans une refondation des institutions de la République. Vive la refondation, vive la République et vive la Guinée. Je vous remercie.